Bonjour, je m'appelle David Vauclair, ravi de vous retrouver pour ce 196e numéro d'Au cœur du monde. Cette semaine, au programme, au sommet de l'OTAN à Ankara, Donald Trump offre des avions de chasse à son hôte turc et révèle ce qu'est devenu le régime d'Erdogan, laboratoire mondial des hommes forts. Nous verrons ensuite comment Washington a transformé la liberté d'expression en arme de chantage contre l'Europe, puis cap sur Téhéran pour les funérailles pharaoniques d'un guide suprême dont le successeur reste introuvable. Ensuite, direction Tokyo, où un yen au plus bas depuis 40 ans trahit les impasses japonaises, et nous finirons dans le Pacifique Sud, où l'Australie découvre face à Pékin que la sécurité se renégocie chaque jour. 5 récits pour décoder ensemble les soubresauts et les métamorphoses de notre planète. Commençons notre tour du monde en Turquie, où le sommet annuel de l'OTAN vient de s'ouvrir sous très haute tension. Oubliez les photos de famille, en façade les 32 alliés placent en tête du communiqué leur attachement inébranlable à l'article 5, la défense mutuelle. En réalité, toute cette mise en scène vise un seul homme, Donald Trump, qui juge l'OTAN, et c'est une citation, ridicule et à sens unique depuis que les Européens ont refusé de le suivre dans sa guerre contre l'Iran et qui menace de retirer ses troupes du vieux continent. Mais le vrai coup de théâtre est bilatéral. Trump est venu à Ankara avec un cadeau pour son ami Erdogan, le feu vert à la vente d'avions de chasse F-35. Le reniement est spectaculaire car c'est lui-même qui en 2019 avait exclu la Turquie du programme après son achat de missiles russes. En la réintégrant, il court-circuite le Congrès et provoque la fureur d'Israël et de la Grèce. Peu importe la cohérence, l'essentiel pour Trump est de s'attacher un dirigeant à sa main. Et ce dirigeant est devenu le laboratoire mondial de l'ère post-démocratique. La Turquie, que l'on présentait dans les années 2000 comme une démocratie musulmane, candidate à l'Europe, s'est métamorphosée. Depuis le référendum de 2017, Erdogan a bâti un système hyper présidentiel où la légitimité des urnes prime sur l'état de droit. Armées purgées, universités au pas, principale opposition neutralisée par la justice, à la place des institutions règne un pouvoir clanique, adossé à quelques oligarques du bâtiment qui raflent les marchés publics contre le contrôle des médias. Son palais de béton d'Ankara, interdit aux citoyens, dit tout de ce néo-sultanat qui préfigure la nouvelle internationale des hommes forts. Restons dans l'orbite de Trump, car cette internationale partage une même arme, la guerre de l'information. La semaine dernière, nous évoquions la slopaganda, cette stratégie du doute qui dissout le réel. En voici le complément exact. Le doute pour l'adversaire, le contrôle pour soi. Depuis son retour, Trump a fait de la liberté d'expression un combat existentiel, signant dès son investiture un décret contre ce qu'il nomme l'appareil de censure de la gauche, mais le principe hérité du premier amendement a été retourné. Absolu quand il s'agit de blanchir les discours de haine sur les réseaux d'Elon Musk, par exemple, très restrictif quand il s'agit de traquer les médias critiques ou de purger les fonctionnaires qui luttaient contre l'ingérence russe. Plus grave, cette guerre culturelle est devenue une doctrine de politique étrangère inscrite dans la stratégie de sécurité nationale. Washington brandit le free speech comme un levier diplomatique contre les règles numériques européennes, au premier chef, le règlement sur les services numériques, le DSA. Le Congrès accuse l'Europe d'imposer une censure mondiale aux géants de la Silicon Valley et menace de sanctions et de restrictions de visas les pays européens, la France en tête. Sous couvert de défendre les libertés, l'Amérique bâtit ainsi l'appareil de contrôle de l'information le plus sophistiqué au monde et rogne au passage la souveraineté juridique de ses propres alliés. Quittons Ankara et Washington pour Téhéran, théâtre ce week-end d'une théâtralité politique absolue. 4 mois après sa mort sous les frappes américano-israéliennes, l'Iran a enfin célébré les funérailles de son guide suprême, Ali Khamenei. Le régime a orchestré un spectacle pharaonique sur 6 jours, drainant des millions de fidèles jusqu'à la ville sainte de Qom. Le calendrier n'était pas innocent, faire coïncider ce deuil avec le 4 juillet américain était une provocation assumée, une façon d'afficher la résilience de la théocratie devant les délégations de son nation. Mais aucune chorégraphie n'a pu masquer la grande zone d'ombre, l'absence totale du fils et successeur désigné, Mojtaba Khamenei. Pas un cliché, pas une apparition. Son entourage invoque
des risques de sécurité, mais ce silence de 4 mois nourrit toutes les spéculations sur sa santé comme sur la réalité de sa prise de pouvoir. Le régime a convoqué les foules pour prouver sa force, le vide au sommet prouve l'inverse. Derrière les défilés, la succession iranienne est tout sauf apaisée et Téhéran avance vers son avenir, les yeux bandés. Changeons de continent et de registre, cap sur Tokyo, où une simple monnaie raconte le déclassement d'une puissance. Le yen vient de tomber à son plus bas niveau face au dollar depuis près de 40 ans. En 3 ans, il a perdu près de 35% de sa valeur et la Banque du Japon a englouti quelques 70 milliards de dollars cette seule année pour freiner la chute, en vain. Les causes sont de 2 ordres. Conjoncturelles d'abord. Des taux japonais très bas qui vont fuir les capitaux vers les rendements américains et une facture pétrolière réglée en dollars qui pousse Tokyo à vendre toujours plus de yens. Structurelle, ensuite, et plus profonde. Le Japon a cédé son avantage industriel à la Chine. Sa population vieillit et se contracte. Et sa dette colossale inquiète les marchés. Un yen faible n'est même plus l'arme d'exportation qu'il fut jadis. Tokyo avance donc sur un fil. Remonter les taux stabiliserait la monnaie, mais étoufferait la croissance et gonflerait la dette. Désamorcer la bombe démographique supposerait plus de femmes au travail et surtout plus d'immigration, ce qui heurte les réflexes conservateurs de l'archipel. La chef du gouvernement, Sanae Takaichi, parie sur un plan d'investissement massif dans la technologie, mais pour le financer, il faut encore emprunter, donc affaiblir encore le yen. Le serpent se mord la queue. Terminons dans le Pacifique Sud, où se joue une partie plus discrète mais tout aussi cruciale. L'Australie et le Vanuatu viennent de ratifier à Canberra l'accord Nakamal, un traité de sécurité négocié pendant près d'1 an. Pour en saisir l'enjeu, souvenez-vous de sa mise en scène en août dernier, on en avait parlé dans Au cœur du monde. Les ministres australiens avaient gravi les pentes du volcan Yasur en pleine éruption pour paraffer un texte censé sanctuariser l'archipel et interdire toute base chinoise à moins de 2000 km des côtes australiennes. Mais la version finale trahit les limites de la puissance de Canberra. Sous la pression de Pékin, le Vanuatu a refusé de céder le moindre droit de regard sur ses infrastructures et négocie en parallèle un pacte stratégique avec la Chine. C'est la grande stratégie du hedging, où les petits États insulaires multiplient les partenaires pour jouer les géants les uns contre les autres et maximiser leur souveraineté. Pour l'Australie, ce traité au rabais dit un paradoxe cruel. Elle verrouille son arrière-cour pour compenser la fragilité de ses alliances lointaines, alors même que le pacte AUKUS s'enlise dans les retards des sous-marins américains. Prise en étau entre sa dépendance à Pékin et les exigences de Trump, elle découvre dans le Pacifique d'aujourd'hui que la sécurité n'est plus un monopole, c'est un équilibre précaire à renégocier chaque jour. Voilà ce qui fait vibrer notre monde cette semaine, des F-35 offerts à Ankara aux funérailles sans chef de Téhéran, partout la même mécanique, les discours de puissance se heurtent à la résistance du terrain et à la complexité des faits. Le reste n'est que récit et ceux-là, on continue de les décoder ensemble. C'était Au cœur du monde, un grand merci pour votre écoute et votre fidélité. Laissez vos impressions en commentaire, glissez l'épisode à quelqu'un qui croit encore que la géopolitique est une affaire ennuyeuse. On va lui prouver le contraire et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à décoder ensemble les histoires qu'on nous raconte.